Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à Média Pro. Nous parlerons ce soir des crimes de guerre caractérisés contre Gaza, des crimes jamais égalés dans l'histoire de l'humanité. Gaza devenu tombe grande ouverte pour les enfants, les femmes, les médecins et en particulier les journalistes, c'est-à-dire les témoins du carnage. Les balles n'ont épargné ni les journalistes ni leurs familles. Fatma Hassouna en est la meilleure illustration. Sans oublier bien sûr la cabale menée contre Rima Hassan par la justice française juste parce qu'elle a osé défendre les Palestiniens, ou en tous les cas parler en leur nom. Un droit transformé soudainement en apologie du crime. Nous reviendrons également ce soir sur l'affaire BHL, condamnée par la justice tunisienne à 30 ans de prison pour complot contre la sûreté d'État. Sur le volet national, l'actualité, il faut le dire, est foisonnante. CNN s'intéresse à l'Algérie et veut se doter d'un bureau en Algérie. L'Algérie qui réfléchit de mieux en mieux sa politique et sa stratégie médiatique en se voulant être à l'avant-garde dans la lutte contre la désinformation. Restez avec nous, mesdames et messieurs, car les sujets promettent d'être très intéressants. Alors voilà, des sujets très intéressants. Faisal Matawi est avec nous pour décrypter un petit peu toute cette actualité foisonnante, que ce soit sur le plan international ou sur le plan national. Faisal Matawi, notre chroniqueur donc à Al24 et Média Pro. Bonsoir. Bonsoir Leïla, bonsoir aux amis téléspectateurs. Alors pour commencer, nous allons voir ce qui s'est passé quand même du côté de chez nous, c'est-à-dire pour ne pas dire dans le centre international, le CIC ici, il y a eu une conférence quand même, une rencontre contre ce qu'on appellerait la désinformation, examiner tous les contours. L'Algérie, comme je le disais, se veut être quand même à l'avant-garde, elle a toujours été, lorsque Selma Berta avait dit que nous avons combattu le colonialisme classique. Aujourd'hui, il va falloir peut-être combattre le colonialisme cognitif. Alors, que faut-il en déduire? Absolument, c'est l'atelier régional du Bureau de l'Afrique du Nord du Comité des services de renseignement et de sécurité d'Afrique, CISA, qui se réunit à Alger. Et cette année, dans cette réunion de l'atelier, il est question de désinformation et de fake news. Et là, c'est important que les services de renseignement et de sécurité s'intéressent à cette question. Évidemment, ils se sont intéressés, notamment pour l'Algérie, depuis des années, mais là, ça devient réellement une question de sécurité, mais globale. Au moins dans le cadre africain, et Mme Selma Berta Mansouri, qui est secrétaire d'État auprès du ministère des Affaires étrangères chargée des Affaires africaines, on a parlé aujourd'hui pour souligner cette question, puisque c'est vrai que l'Afrique a souffert du colonialisme, lutter contre le colonialisme. L'Afrique, durant ces 20 ou 30 dernières années, continue de lutter contre le terrorisme et contre le crime transfrontalier, où on sait que les réseaux criminels se connectent entre eux, que ce soit le trafic d'armes, le trafic de drogue, la traite des êtres humains, la migration clandestine. Madame Mansouri a souligné un troisième point et qui nécessite aussi un combat global, celui de la désinformation. Justement, donc Faisal Matawi, on va écouter Madame Selma Mansouri, Berta Mansouri, sur sa déclaration et justement sur cette histoire des fake news et de désinformation. Aujourd'hui, nous ne discutons pas seulement d'un phénomène médiatique ou technique, mais de l'une des menaces contemporaines les plus graves, les guerres de l'information et du savoir. Ces formes d'agression visent la stabilité des États et la cohésion des sociétés en agissant de l'intérieur au moyen d'outils invisibles et imperceptibles qui sèment le doute, alimentent la discorde et minent la confiance entre les peuples et leurs institutions. L'information qui était autrefois un instrument d'éclairage et de connaissance est aujourd'hui transformée en une arme non conventionnelle. Elle est utilisée pour déstabiliser les sociétés, influencer les décisions souveraines des États et orienter l'opinion publique vers des agendas douteux sous couvert de liberté d'expression et d'ouverture numérique.
L'Afrique est malheureusement devenue une arène active de cette guerre silencieuse. Selon plusieurs rapports indépendants, les processus électoraux ont été ciblés par des campagnes de désinformation dans plus de 20 pays africains ces dernières années. Ces opérations cherchent à saper la confiance des citoyens dans les élections, à délégitimer les institutions, à encourager la corruption et à alimenter les divisions internes. Nous savons tous à travers nos expériences de terrain comment les plateformes numériques peuvent être instrumentalisées pour diffuser de fausses nouvelles, manipuler les symboles nationaux, fragiliser le tissu social et provoquer une polarisation extrême. C'est ce que nous avons observé dans plusieurs pays de la région côtière, notamment dans des contextes de transition où l'on a assisté à des percées numériques systématiques. Alors voilà, on découvre que finalement on ne découvre pas, mais on fait que confirmer ce qu'on savait déjà, c'est-à-dire que réellement aujourd'hui, si vous voulez, la désinformation ou la propagande, en d'autres termes, c'est ce qu'on appelait la propagande, rappelez-vous, au début du XXIe siècle, sont devenues une véritable arme médiatique et c'est carrément devenu un enjeu de souveraineté et même de déstabilisation de beaucoup de pays, quelque part. Absolument, parce que Mme Solé parlait des processus électoraux, effectivement, on a vu ces dernières années, les processus électoraux ont été suivis parfois par des doutes ou par des fausses informations qui ont semé la discorde et parfois créé des crises internes. On a vu ça au Madagascar, on a vu ça au Kenya, on a vu ça au Tchad, au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Au Rwanda, lorsqu'il y avait en 1994 déjà, on voyait les prémices. Absolument. En RDC, République démocratique du Congo, donc à chaque fois, lorsqu'il y a un processus électoral, vous avez toujours les dernières élections tunisiennes également. Absolument. Il y a toujours quelqu'un qui conteste les résultats, sans qu'il y ait réellement des preuves pour ça. Et il y a toujours des médias classiques et parfois des médias non classiques, non conventionnels, qui font le relais, qui relient ces informations. Et bien sûr, on ne laisse pas le temps à la réflexion ou au questionnement ou même à la vérification. Et parce qu'on sait aujourd'hui, Leïla, qu'il y a des logiciels d'intelligence artificielle, il y a les bots, il y a ce qu'on appelle les trolls, il y a le deepfake. Tous ces instruments de propagande, de manipulation, de désinformation sont utilisés et parfois d'une manière ciblée. Parce qu'il y a beaucoup de services de renseignement qui sont parfois hostiles aux pays africains pour des intérêts économiques, financiers, stratégiques, pour l'accaparement des richesses minières ou naturelles, etc., qui utilisent ces instruments et qui font, donc manipulent des groupes, des personnes, des partis parfois, des associations. Tout dépend, ça dépend le terrain. Le printemps arabe, ça a été comme ça, c'était les réseaux sociaux. Oui, ce qui était appelé le printemps arabe parce qu'on avait vendu l'idée que ce printemps, ce pseudo-printemps, allait rapporter la liberté et la démocratie dans le monde arabe, comme ce fut le cas pour l'Irak, on avait parlé de la démocratie qui serait portée par les chars. Or, on a vu ce qui s'est passé après en Libye. La Libye qui peine toujours à trouver une solution politique à la crise sécuritaire et politique interne. On a vu la situation, comment elle est en Irak et dans d'autres pays. Donc, c'est pour ça que cette réunion importante à Alger alerte sur la nécessité de faire attention, parce que les réseaux sociaux sont partout, sont dans les téléphones, les jeunes suivent un peu l'information à travers les téléphones. Les Européens, par exemple, selon les dernières études, 42 à 45% des jeunes Européens suivent l'information à travers les réseaux sociaux. Je pense que le chiffre n'est pas loin de chez nous, notamment pour les jeunes, parce qu'ils s'informent à travers le téléphone, à travers les réseaux sociaux. Oui, vu l'accès facile. Accès facile, et parfois sans possibilité de vérification. On vous ramène une ancienne vidéo qui date de 10 ans et on dira que cela s'est passé hier à Alger. On l'a déjà vu par le passé. On a vu ça et ça a été utilisé. Et il y a beaucoup selon les débats aujourd'hui à Alger par rapport à cette question, il y a beaucoup de risques que ces surtout avec l'intelligence artificielle. Absolument, continue d'être utilisé dans le futur. Très bien. Faisal Metawi, on va voir le général Rochdi Fathi Moussaoui, qui est directeur de la DGSE, qui est responsable de la région Afrique du Nord et du CISA. Donc tout de suite, et on revient au débat.
L'Algérie est, de par son ancrage africain profond, demeura à l'avant-garde des efforts de défense de la stabilité du continent. Notre lutte contre la désinformation n'est pas une simple question médiatique, mais une lutte existentielle pour préserver la stabilité de nos États africains. Il est de notre devoir à tous de poursuivre l'action commune pour assurer l'avenir de notre continent face à ces graves menaces. Ce combat n'est pas un choix, mais une obligation dictée par notre responsabilité historique de protéger nos pays et nos peuples contre les tentatives de déstabilisation et de désintégration. Alors voilà, Faisal Mehtaoui, une phrase clé quand même qui ressort de cette intervention, c'est qu'il s'agit d'une lutte existentielle. C'est-à-dire que là, on est face à un danger imminent qui peut menacer toute notre existence ou l'existence de tout un pays, qui peut bouleverser la donne carrément. C'est pour ça que, est-ce qu'on est en droit de se poser la question, est-ce que vous considérez finalement, Faisal Mehtaoui, que cette question de désinformation ou de fake news est un facteur de déstabilisation de pays? Absolument, ce que dit le général Rojdi Petri Moussaoui, qui est le directeur donc, général de la documentation et de la sécurité extérieure, qui est quand même une institution importante de l'État algérien. Il a raison, parce que là, la désinformation devient une véritable menace. Et on l'a vu par le passé récent, dans plusieurs pays du voisinage, comment cette désinformation risque de devenir une arme. Et là c'est l'idée du général Moussaoui que ce n'est pas une question qui concerne les journalistes, parce que c'est important de le savoir. Parce qu'on pense que les journalistes sont c'est le seul rempart contre les formes de désinformation. C'est vrai que nous avons le rôle, ou même les journalistes Al24 News, tous les confrères qui travaillent dans les autres médias, on a cette responsabilité de vérifier l'information, de donner une information qui est juste, de ne pas relier la propagande, de ne pas relier les fausses informations, parce qu'encore une fois, il faut rappeler à nos amis téléspectateurs que ce qui est publié sur Facebook, Twitter, Instagram ou les autres réseaux, mis à part les comptes qui appartiennent à des médias connus. Al24 News fiable. A un compte Facebook et une page Facebook et un compte sur Twitter, donc c'est fiable, c'est un média, donc c'est très clair. Mais parfois, on a des médias qui sont inconnus, quelque chose qui peut exister une seule journée pour publier une information qui peut avoir l'effet d'une bombe sur une nation, sur les pays. Faisal Mehtaoui, oui. On a pire, c'est-à-dire on a des médias qui sont censés être fiables, et on l'a vu, n'est-ce pas, lorsqu'il s'agissait de la guerre à Gaza, et que des journalistes simulaient des scènes qui n'existaient pas en réalité. C'est-à-dire que, comme la journaliste d'ICNN qui a montré qu'elle était ciblée alors que c'était une mise en scène de toute pièce. Donc c'est des mensonges qui sont un peu distillés et qui pourrait prêter à trouble et à confusion dans l'esprit de celui qui reçoit. Ce qu'on appelle la manipulation, mais ça c'est la manipulation d'un média et parfois c'est condamnable parce qu'on sait que les règles du journalisme, vous le savez Leïla, sont partout les mêmes, en Algérie, aux États-Unis ou ailleurs. On n'a pas le droit de manipuler, on n'a pas le droit de donner une fausse information, on n'a pas le droit de donner une information sans la vérifier, on n'a pas le droit de donner un avis ou une opinion sans donner l'avis contraire. Ça c'est des règles. Mais là c'est des instruments qui sont nouveaux, qui sont parfois difficiles à contrôler, y compris dans les pays les plus développés. Très, très difficile. Le président Donald Trump, lors de son premier mandat, et même lors de ce deuxième mandat, a toujours s'est plaint des fake news, des fausses informations. Il y a d'autres chefs d'État dans le monde qui se sont plaints de ça, parce qu'on a vu qu'effectivement, on pouvait utiliser des logiciels. On a eu le cas de Pegasus, logiciel israélien, et vous savez que l'entité sioniste a des unités spécialisées en matière de manipulation et de fausses informations, et c'est pour ça qu'il faut se prémunir. Que l'Algérie maintenant appelle à travers ses responsables pour un travail africain, continental, c'est important, parce que les Européens font la même chose, ils ont des instruments anti-fausses informations, il faut se prémunir dans un cadre global, c'est encore mieux. Oui. L'Algérie peut lutter, l'Algérie peut être la locomotive en la matière, mais il faut se doter de moyens techniques, de moyens politiques, de concertation entre les services de sécurité, entre aussi les scientifiques, les experts, entre les ministères, toutes les institutions concernées par l'information, par la communication, par la diplomatie, pour contrer ces attaques, mais également pour se défendre, parce que les attaques contre l'Afrique vont de toute façon se poursuivre. L'Afrique, c'est le continent du futur, c'est là où il y a les richesses, c'est là où il y a les terres rares, il y a de l'eau, il y a de l'énergie, il y a des jeunes, il y a beaucoup de perspectives d'investissement et de développement pour l'Afrique, et certaines forces qui n'utilisent pas
les partenariats conventionnels, qui n'utilisent pas les moyens de la diplomatie ou de l'économie ou des échanges, utilisent ces instruments pour déstabiliser les États. Et l'Afrique est connue pour être une cible privilégiée lorsqu'il s'agit de ce genre de procédé, quel qu'il soit, donc que ce soit la désinformation ou les fake news. Justement, en parlant de fake news, en parlant de désinformation, alors jamais ce concept n'a été aussi avéré que dans la guerre ou sur la guerre contre Gaza ou ce génocide contre Gaza, à savoir on a eu le plus grand nombre de désinformations, de manipulation de l'information, des fake news et la véritable information lorsqu'elle est là, qu'elle est donnée, eh ben, on voit qu'elle est censurée souvent ou que les auteurs, les journalistes sont tués puisque de toute façon le taux le plus élevé de journalistes a été donc qui ont été tués a été enregistré à Gaza. Le tout dernier, celui de Fatma Hassouna, qui n'a pas été éliminé à elle seule, puisqu'on a choisi aussi de le faire avec toute sa famille. C'est dire que finalement, on est en train de faire taire les journalistes à Gaza, justement pour pouvoir aller dans la désinformation. Oui, parce que c'est des témoins vivants. Et Fatima Hassouna, 25 ans, a été tué avec 10 membres de sa famille par un bombardement israélien, sioniste, qui a eu lieu à 1h du matin. Oui. Ça veut dire la volonté de tuer la famille de Fatima Hassouna, ce qu'on appelle Faten, avec sa famille, est manifeste. On bombarde les personnes lorsqu'ils sont endormis, ça c'est un crime de guerre. À fleur de l'âge, on voit ça. À fleur de l'âge. Et ce qui est intéressant, c'est parce qu'elle a fait un documentaire avec la réalisatrice iranienne Sabida Farsi. Le documentaire va être projeté au festival de Cannes, le prochain festival de Cannes qui aura lieu au mois de mai. Le documentaire s'appelle « Put your soul on your hand and work ». Mettez votre âme dans votre main et marchez. Parce que les photographes, les reporters photographes, les caméramans et les journalistes qui sont à Gaza ont effectivement attendent la mort à tout moment. Oui. Alors, Sabida Farsi, la réalisatrice iranienne, a discuté à travers la vidéo pendant une année avec elle, dans les échanges, l'échange de textes, parce que Fatima Hassouna était aussi une poète. Elle a donc fait un documentaire. Ce sera un témoignage. Ce ne sera pas malheureusement, parce que le festival de Cannes, on sait qu'il tourne le dos aux causes justes, notamment la cause du peuple palestinien. Il ne sera pas dans la compétition officielle, ni dans les sections parallèles comme un certain regard, mais il sera... Se commercialise au fait. Oui, se commercialise, oui. Il y a beaucoup de red carpet, de tapis rouges, j'allais dire, de belles robes, etc. Il oublie certaines causes, pas toutes les causes, parce que le président Volodymyr Zelensky a eu droit à un discours à l'ouverture. Et le cinéma iranien, vous savez qu'il est proscrit, le cinéma arabe en grande partie, qui n'est pas présent à Cannes, comme le cinéma russe, comme beaucoup d'autres cinémas. Donc c'est un documentaire qui sera projeté dans la section du cinéma indépendant. Il y a une association qui s'appelle ACID. Et j'espère que ce documentaire sera vu par le monde entier parce que... Il verra le jour. Fatima Hassouna a dit je veux que le monde entier sache ma mort et que ma mort ne soit jamais passée par le temps. Oui, elle ne sera jamais passée par le temps. Parce qu'il faut noter, Leïla, qu'au-delà de la censure... Donc elle se projetait déjà, elle se savait mourir un jour. Elle se savait un jour qu'elle allait mourir. Mais grâce à elle, des milliers d'images des crimes commis par l'entité sioniste, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, parce qu'il faut encore une fois rappeler qu'il y a un génocide en cours dans la bande de Gaza, en plus d'une épuration ethnique. Ces images de Fatima Hassouna ont fait le tour du monde parce qu'il y a beaucoup d'agences de presse qui ont repris ces images, des images qui ont donc documenté ce crime et qui peut-être un jour serviront pour des procès futurs parce que les criminels de guerre, de toute façon, un jour ou l'autre, ils seront condamnés. Il faut juste rappeler, Leïla... Fatima Hassouna, Chérine Abou Akleh, il y a beaucoup d'autres. Il y a eu 210 journalistes tués à Gaza. 200, oui. Selon beaucoup d'experts, de spécialistes des médias, ce chiffre rassemble le nombre de journalistes tués devant les deux grandes guerres mondiales, 1914-1918 et la Deuxième Guerre mondiale qui s'est terminée en 1945, en plus de tous les conflits qui sont venus après. Ça veut dire que c'est un véritable massacre commis par l'entité sioniste. Il se trouve que, mis à part quelques organisations internationales de défense des droits de l'homme et des journalistes, comme le Comité to Protect Journalists ou Reporters sans frontières ou d'autres, il y a un silence mondial sur ça, y compris les médias occidentaux qui interrogent beaucoup ce silence. Oui, interrogent absolument, parce que ces médias, notamment européens, certains médias européens qui donnent souvent des leçons aux Africains, on parlait de l'Afrique tout à l'heure, au monde arabe, sur la liberté d'expression, la démocratie, l'opinion, etc., se taisent. Et ce silence, à mon avis, est honteux. Il est vrai que l'affaire Fatima Hassouna a été évoquée par certains médias, pas tous,
Mais cela rappelle qu'effectivement... Avec beaucoup de discrétion quand même. Beaucoup, oui. Quelques médias, l'entité sioniste continue de massacrer les journalistes. La dernière fois, ils ont carrément brûlé des journalistes à l'intérieur de leur tente. Oui, c'est ce que disait un jour un journaliste. Nous sommes des projets de martyrs, au fait. Tout le monde est devenu des projets de martyrs. Et ils tuent quand... et parfois, ils ciblent, parce que la dernière fois, j'avais noté qu'ils avaient ciblé un journaliste de Qanat Palestine, Léo. Il a été ciblé il a été tué avec son épouse et avec son enfant. Oui, ça devient un peu la tendance, au fait. On ne veut pas éliminer les journalistes, on veut l'éliminer avec toute sa famille. Mohamed Mansour, oui, c'est pour donner, pour donner un message pour les autres. Oui. Si vous continuez à couvrir... d'intimidation. On vous intimide et on peut massacrer vous et votre famille. Et en plus, il faut noter que l'entité sioniste empêche les journalistes, notamment occidentaux, d'entrer à Gaza. C'est interdit d'entrer. Je ne parle pas de journalistes du monde arabe, mais des journalistes occidentaux, dont la cinéaste CPD Farsi qui a fait le travail avec Fatima Hassouna a essayé, elle est partie à la part pour essayer de rentrer. On l'a empêché parce que l'entité sioniste commet un crime de guerre, des crimes de guerre, plusieurs, commet des crimes contre l'humanité en l'absence des caméras et des journalistes. Voilà, tout simplement, on veut faire taire la vérité. D'ailleurs, pourquoi je disais ça? Je dis parce que c'est ciblé, parce que pour certains, peut-être, l'entendement irait dans un sens où, bien sûr, on tire de manière anarchique, on bombarde, ou on cible des journalistes comme ça de manière anarchique, alors que c'est très ciblé avec les derniers instruments de la technologie. On attend que le journaliste soit avec sa famille pour bombarder ou pour tuer toute cette famille. Ce qui nous amène un peu, Faisal Matawi a parlé de Rima Hassan qui, dès le départ, donc on sait très bien, a milité contre ce qui se passe à Gaza, le génocide. Et on a vu dernièrement donc son procès, ou si vous voulez, son audition par la police judiciaire qui a duré plus de 11h30. C'est énorme pour entendre ou auditionner Rima Hassan. Rima Hassan, qui finalement, à aucun moment sur le plateau de télévision, n'a évoqué dans ses propos l'antisémitisme ou être contre, je dirais, l'extrême droite. Mais apparemment, il semblerait qu'aujourd'hui, parler de la Palestine, seulement parler de la Palestine, est considéré comme apologie de crime, de terrorisme. Oui, c'est ce qu'on reproche à Rima. Rima Hassan est elle-même sémite, elle est arabe, donc elle ne peut pas être antisémite. Oui, face à ça, il faut... Oui, absolument, parce qu'on oublie. On a tendance à réduire l'antisémitisme à l'anti-juif, alors que les Arabes sont également sémites. Et donc, il faut peut-être rappeler à certains que les Arabes, en tant que sémites, ne peuvent pas être contre les sémites. Donc, c'est pas ça. C'est anti-sioniste, parce qu'on a tendance à comprendre le sémitisme avec le sionisme, avec le judaïsme. Oui. Tous les juifs ne sont pas sionistes, et tous les Arabes ne sont pas antisémites. Et on peut renverser comme on veut. Hein. Mais Rima Hassan a été interrogée, parce que ce qui est étonnant, a été interrogée pour un tweet où elle disait, elle appelait à manifester à Sciences Po Paris, qui est une université parisienne où il y a beaucoup d'esprits qui sont formés pour être anti-arabes et anti-musulmans et ne pas prendre en compte la cause palestinienne comme une cause juste et humaine. Elle a appelé à un rassemblement en disant que l'heure est au soulèvement. C'est un appel politique, elle est jugée pour ça. Et ce qui est étonnant, c'est que c'est la brigade qui l'a convoquée, c'est la brigade de répression de la délinquance aux personnes. Alors donc on veut assimiler Madame Rima Hassan à une délinquante parce que, pour la simple raison, elle s'est solidarisée, parce que Rima Hassan est une députée de la France Insoumise, et il faut noter que ce parti de gauche a toujours eu les mots justes par rapport à la cause palestinienne. Les députés de ce parti dirigé par monsieur Jean-Luc Mélenchon font un excellent travail au sein du Parlement français, malgré le silence des autres. Jean-Luc Mélenchon, qui a d'ailleurs, juste après l'audition de Rima Hassan, a eu l'audace de qualifier donc la République française de République bananière. Absolument. Il est allé un peu loin, selon vous? Non, il a raison, parce que c'est une députée d'un parti reconnu, d'un parti qui a gagné les élections législatives, mais qui n'a pas été autorisé à diriger le pays. Pour vous donner une idée sur ce qu'est la démocratie aujourd'hui en France, parce qu'en démocratie, en France, vous pouvez gagner les élections, mais vous n'avez pas le droit de diriger le pays. C'est la droite et l'extrême droite qui le dirigent, malgré que cette droite et l'extrême droite obtiennent quelques miettes aux élections, à part la dernière percée de l'extrême droite du Rassemblement national. Alors pour M. Mélenchon, il a publié deux tweets en disant: hier, un interrogatoire policier de 11h30 pour Rima Hassan,
députée européenne insoumise, pour l'accusation absurde d'apologie du terrorisme par les amis du génocide. Immédiatement transmis à la presse Bolloré, parce que Vincent Bolloré, qui est un homme de droite, d'extrême droite, sioniste, soutien de Netanyahou, de tous les criminels de guerre, et qui mène une bataille parce que cet homme d'affaires qui voudrait faire de la politique à travers ses médias, qui utilise justement les fake news et la propagande et la manipulation à travers des médias comme Europa, comme CNews, comme le journal de dimanche, etc. Donc cet homme, c'est Bolloré, mène aussi une guerre en faveur d'Israël, en faveur de l'antisionisme pour essayer de la blanchir de ces crimes qui sont commis chaque jour. Parce qu'à ce jour, il y a près de 52 000 morts à Gaza. Surtout depuis aussi la reprise de l'agression depuis le mois de mars. Est-ce que finalement cette audition de Rima Hassan, ce procès de Rima Hassan où elle est accusée d'apologie, parce que juste elle parle de la Palestine, elle parle d'elle-même, elle parle de son vécu. Au fait, elle ne fait que relater son vécu. Est-ce que finalement cela n'est pas, si vous voulez, une régression de ce qu'on appelle aujourd'hui la liberté d'expression dans un pays qui s'en est toujours vanté? Oui, c'est évident. Une députée qui a exprimé un point de vue est poursuivie par la police, entendue pendant 11 heures. Et traitée comme une délinquante. Il faut noter que Mme Rima Hassan est sujette à des menaces de mort depuis plusieurs mois. Elle a même évoqué dans ses tweets, elle est insultée à longueur d'antenne par les médias Bolloré, les médias de l'extrême droite, qui sont apparemment nombreux actuellement en France. On ne lui donne pas la parole, et lorsqu'on lui donne la parole, on lui coupe la parole. Thomas Bonnet a fait une édito sur ça. Hein. Oui, et on l'accuse de tous les torts parce que c'est une voix entendue, c'est une voix audible, visible, et qui dit des choses justes. On l'accuse d'être proche de Hamas, on l'accuse de ceci, de cela. Bien sûr, ces accusations farfelues sont devenues absurdes. Une véritable cabale. Hein. Le but, c'est de faire oublier les crimes de l'antisioniste à Gaza. Voilà. Parce que toutes les polémiques qui sont soulevées actuellement en France ou dans certains pays européens tendent à faire oublier le véritable problème, c'est-à-dire ce qui se passe actuellement à Gaza. Le véritable problème, c'est qu'il y a un génocide et c'est que le mot dérange absolument. Oui. Et je pense que Rima Hassan n'est que l'exemple qu'on voudrait donc que les autres puissent avoir peur, et c'est ce qu'on appelle de l'intimidation. Donc voilà, juste après cette courte pause, on se retrouve pour la deuxième partie de l'émission Mediapro. Restez avec nous. Alors, retour sur le plateau pour la deuxième partie de l'émission. Bien sûr, les thèmes ne se sont pas encore terminés. BHL, Bernard-Henri Lévy, c'est ainsi qu'on l'appelle. Et si vous voulez, passible d'une peine. La justice tunisienne vient de faire tomber la sentence. 30 ans de prison. Alors, les relents remontent quand même à longtemps. Qu'est-ce que cette sentence aurait un impact justement sur la personne de BHL, sachant tous les dégâts qu'il a commis dans la région donc nord-africaine, en Libye pour commencer? Oui, Bernard-Henri Lévy qui est présenté souvent comme un philosophe, donc sincèrement je ne sais pas quelle idée Bernard-Henri Lévy a produit. La dernière fois il avait publié la philosophie de la guerre, peut-être. Oui, c'est plutôt de la haine. Il a publié un livre, un essai, Nuit blanche. Il parle de ses difficultés de dormir. Donc, vous voyez que l'importance des idées... C'est les vieux démons qui viennent le réveiller. Absolument. Ouais. Il se représente comme un reporter de guerre, alors qu'il n'a jamais été un journaliste, un philosophe qui n'a jamais produit d'idées, mais quand même, il est là. Il a l'audience qu'il veut, il intervient quand il veut, et il a le mot sur tout. Alors, Bernard-Henri Lévy, effectivement, a été condamné par un tribunal tunisien à 33 ans de prison pour deux choses. D'abord, parce qu'il a essayé, selon la justice tunisienne, de saboter la production de phosphate en Tunisie, parce que la Tunisie est un producteur de phosphate, et il y a beaucoup de rentrées pour l'économie tunisienne qui est un peu fragilisée ces dernières années. Et le deuxième point qui est important, Bernard-Henri Lévy fait partie, parce que c'est un juif sioniste, qui soutient le régime raciste de Netanyahou, oui, de l'extrême droite, et qui a toujours défendu les idées d'extrême droite, surtout anti-musulmanes, anti-arabes, anti-cause palestinienne. Ce monsieur donc fait partie d'un groupe d'intellectuels entre guillemets qui sont utilisés par les lobbies favorables à l'antisionisme pour essayer de forcer la main à des États pour obtenir la reconnaissance de ce qui est appelé l'État israélien.
Et Bernard-Henri Lévy est parti en Tunisie à plusieurs reprises avant d'être attrapé la main dans le panier par la... Il a été chassé, hein, une fois. Oui, il a été chassé par les autorités tunisiennes, même au début de la révolution tunisienne. Oui. Parce que, il a essayé d'apporter sa touche. Sa touche, mais aussi de le manipuler, parce qu'il est là. Ben voilà, il a été en Ukraine. Ces dernières années, il se dit qu'il est avec les soldats ukrainiens. Il défend la thèse de Zelensky, parce que lui-même, Zelensky est un sioniste comme lui. Il est anti-russe, il est anti-Iran, il est anti-Algérie, parce qu'il vient de faire des déclarations stupides, pour ne pas utiliser d'autres termes, avec le respect qu'on doit aux téléspectateurs, sur l'Algérie en soutenant un raciste comme lui, Bruno Retailleau, qui est ministre de l'Intérieur français, qui mène une campagne anti-algérienne en espérant devenir chef de la droite dure au mois de mai prochain et probablement candidat à la présidentielle. Et donc ce Bernard-Henri Lévy, condamné par la justice tunisienne, en attendant que d'autres le suivent, parce qu'il a été, je rappelle Leïla, qu'il a été en Libye lorsqu'il y a eu le début On se rappelle du scandale libyen, n'est-ce pas? Oui, il était là avec la Libye, et on sait que l'affaire est en justice avec le président Sarkozy qui a maintenant un bracelet électronique parce qu'il a reçu du financement libyen. Et donc, bon, il y a beaucoup de choses par rapport à ce dossier libyen. Bernard-Henri Lévy était dans les Balkans lorsque les musulmans se faisaient massacrer à Srebrenica et d'autres villes en ex-Yougoslavie. Il a été en Ukraine, il a été partout. Il se met toujours en scène de façon à croire ou faire croire qu'il est en plein dans la guerre, qu'il est en train... Voilà, oui, parce que lui, il joue le rôle de celui qui fait avec Bernard Kouchner, qui lui ressemble. L'homme du salut. Oui, il est là pour trouver des solutions, l'homme de la paix, alors qu'il est exactement le contraire. C'est quelqu'un qui est un pouce au crime, c'est quelqu'un qui a toujours poussé par la guerre, c'est quelqu'un qui a toujours soutenu... On parlait des fake news, c'est un des relais des fake news justement pour susciter les insurrections, susciter les soulèvements, provoquer les pays qui ne sont pas dentables dans sa vision, parce que lui, c'est un relais conscient de la propagande sioniste par rapport à la Palestine, parce que lui, il ne veut pas reconnaître le terme génocide, par exemple. Il dit qu'il ne savait pas c'est quoi un génocide. Il n'y a que lui, que Bernard-Henri Lévy, donc avec son science infuse, qui sait ce que c'est qu'un génocide, ce que c'est que des crimes de guerre, alors que tout le monde sait, c'est le droit international qui le dit, la Cour pénale internationale, l'ONU, toutes les organisations de défense des droits de l'homme dans le monde, et les gens censés, les politiques censés, et conscients et humains, savent qu'il y a un crime de guerre en Gaza, ils savent qu'il y a des crimes de guerre à Gaza, qu'il y a des crimes contre l'humanité, qu'il y a une épuration ethnique et qu'il y a des génocides. Lui, non, il préfère parler des captifs et de ce qu'il appelle les otages. Donc, vous voyez ce personnage ignoble qui est toujours là, qui a toujours l'action média et qui relaie la propagande, la puanteur anti-arabe, anti-musulmane, anti-humain carrément, mais le fait qu'il soit condamné par la justice tunisienne... C'est ça qui nous intéresse aussi, au fait. Oui, vous aurez remarqué que l'information a été ignorée, parce qu'il n'y a que les médias arabes, turcs, chinois et certains pays qui ont relayé cette information. On l'a ignorée pour dire que le poids, pas le poids, mais disons l'influence qu'a les relais des institutions et des personnes qui soutiennent cet homme, parce que Bernard-Henri Lévy a été toujours dans les bagages des hommes d'affaires français, dans les bagages des présidents, les différents présidents français lorsqu'il part en voyage, notamment au Maroc. Et donc, quand il est accusé... Au Maroc, hein, on sait qu'il est absolument. Chez lui. Et ce qui se passe parfois ce qui se passe par rapport aux Israéliens, aux sionistes au Maroc actuellement, on est en train de leur donner beaucoup de privilèges, il est aussi pour quelque chose. Parce qu'un jour, l'histoire dira que cet homme a eu un rôle nocif, notamment dans beaucoup de pays, à travers ses agissements, à travers ses déclarations, ses comportements et ses actions. D'ailleurs, on assimile BHL jusqu'au jour d'aujourd'hui au business de la guerre, au business de la fake news. Je crois que c'est un professionnel de la fake news, ce que vous veniez de dire tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il se met toujours en scène dans des situations qui sont montées de toutes pièces, dignes de films de guerre justement, mais c'est tout sauf qu'il était en position de guerre ou dans une situation de guerre. Oui, parce que je me rappelle qu'une fois au Festival de Cannes, on avait rechangé à la dernière minute la programmation de ce festival, alors que habituellement, la programmation des festivals de catégorie A, le Festival de cinéma, n'est pas changée à la dernière minute. On a changé pour imposer un documentaire, un pseudo-documentaire réalisé par Bernard-Henri Lévy, parce qu'on apprend aussi également qu'il est réalisateur, parce qu'il est tout, il connaît tout, il a le mot sur tout. C'est un polygraphe qui connaît tout.
on a changé pour imposer un documentaire de propagande sur les Kurdes. Parce que lui, ça l'intéresse de défendre ce qu'il appelle la cause kurde, alors que tout le monde sait que les Kurdes, dans certaines situations, sont utilisés pour fragiliser ou déstabiliser certains d'entre eux, pas tous bien sûr, comme la situation, comme on le voit actuellement en Syrie, la Syrie qui peine encore à trouver une solution politique et à stabiliser aussi le pays. Il est là où c'est possible de fractionner des États, il est là où c'est possible de soulever une catégorie de la population contre une autre. Il a été en Syrie. Une sorte de hyène politique. Absolument non, c'est un seigneur de la guerre à sa manière. Il prend avec lui des caméramans, il fait n'importe quoi, des montages, bien sûr avec propagande, parce qu'il vient de faire un travail, selon lui, sur l'Ukraine pour dire que l'armée ukrainienne est une armée très forte. Justement, vous faites très bien de le dire parce que je ne peux pas m'empêcher de ne pas le rappeler. Et il est justement accusé de conflit d'intérêts puisque le documentaire il a été produit ou réalisé par lui, mais il est également donc dans le conseil d'administration. Je veux dire, il est vraiment accusé aujourd'hui sur la chaîne Arte. Voilà. Il est là depuis plus de 30 ans. Oui, oui. Son mandat est terminé à plusieurs reprises. On lui offre toujours des tribunes. Hein. C'est le conseil de surveillance de la chaîne Arte. Effectivement, il est jugé parti. Il a été à plusieurs fois rappelé à l'ordre, y compris par le Parlement français, pour ce conflit d'intérêts. Mais malgré ça, personne ne le touche. Ouais. Il utilise la chaîne Arte comme sa propre chaîne pour diffuser n'importe quoi. Ce qu'il diffuse est parfois relié par les médias qui le présentent comme un sujet hors norme, etc. Alors qu'on sait que ce philosophe de la haine est là pour reproduire des schémas parfois qui sont imposés par la mainstream, qui sont imposés par la bien-pensance, une certaine bien-pensance occidentale, alors que lui, il est la personnification de ce que peut être un être vil qui est au service de causes qui sont fondamentalement anti-humaines. Parce que lorsqu'on se tait contre les crimes commis par le sionisme à Gaza et qu'on évoque ce qu'il appelle les crimes de la Russie, et qu'il pleure sur ce qui se passe en Ukraine, c'est le double standard. Cette personne n'est pas crédible. Cette personne ne peut pas être crédible, ne peut pas lui donner caution, on ne peut pas relier ce qu'il dit. Il est là à chaque fois, et parfois il émerge parce que vous savez que c'est un personnage qui est aussi détesté par les Français, parce qu'il ne faut pas dire que... Il a émergé dernièrement. Plusieurs fois, il a été chassé des salles, entarté, obligé de quitter des lieux parce qu'il a été... Il a trouvé des gens qui lui répliquaient. Je invite nos amis téléspectateurs seulement de lire les commentaires sur la chaîne BFM qu'il a interviewé aujourd'hui. Encore une fois, lisez les commentaires des commentateurs français. Hein. Ce n'est pas des Algériens, ce n'est pas des Palestiniens. Lisez ce qu'il dit sur ce personnage. Très bien, Faisal Mettaoui. D'ailleurs, je veux faire un petit parallèle, c'est-à-dire que lorsqu'il s'agit de la Palestine, sur les plateaux de télévision dernièrement, on parle de la Palestine sans les Palestiniens. Par contre, à Bernard-Henri Lévy, on lui prête toutes les tribunes qu'il veut et sont mis à sa disposition pour qu'il puisse divulguer ou, si vous voulez, diffuser son venin et son poison. Faisal Mettaoui, on passe à présent à CNN qui s'intéresse à l'Algérie de près, de très très près, puisqu'une délégation est quand même venue en Algérie, reçue par le ministre de l'Information. Ministre algérien. Et CNN peut-être voudrait s'établir en France ou plutôt en Algérie et avoir donc ses bureaux ici en Algérie. Une bonne chose quelque part ? Oui, mais je pense oui, parce que CNN quand même reste une grande chaîne de télévision. C'est vrai que par le passé elle a été critiquée, mais la Cable News Network, CNN, qui possède plusieurs variantes, parce qu'il y a CNN Europe Moyen-Orient qui est installé à Londres, il y a un autre bureau qui est installé à Abu Dhabi pour le Moyen-Orient, il y a aussi à Hong Kong pour la zone Asie et Pacifique, à Atlanta pour le siège central. En plus, le CNN a plusieurs services, notamment CNN Indonésia, CNN espagnol aux États-Unis, CNN Chili, CNN en Inde et en Turquie. Donc c'est une chaîne qui est entrée dans une phase de redéploiement international, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de médias maintenant dans le monde. Il y a une grande guerre à la limite on dirait que c'est une guerre positive, parce que de toute façon la concurrence est positive entre les médias. Et c'est aussi de l'influence. Hein. Et le fait que CNN s'intéresse à l'Algérie, c'est important parce que l'Algérie est un pays important en Afrique. C'est le plus grand pays d'Afrique actuellement. C'est un pays qui a une grande façade maritime sur la Méditerranée, un pays qui est une force de stabilité
et qui entretient des relations équilibrées avec tous les puissances. L'Algérie a des relations cordiales et amicales avec les États-Unis. Beaucoup de responsables américains sont venus ces derniers temps. Relations aussi amicales et stratégiques avec la Russie, avec la Chine et l'Inde, et aussi des relations très fortes aussi avec l'Union européenne, qui a aussi des chaînes européennes en Algérie. Et donc CNN vient parce que c'est un intérêt pour ouvrir d'abord un bureau, et ça pourrait bien que ce soit un bureau pour l'Afrique du Nord, et aussi avec les possibilités de formation. Oui. Parce que CNN, il se trouve qu'elle est partout dans le monde, qu'elle a beaucoup de correspondants, qu'elle a un contenu pas uniquement sur la chaîne ou sur les écrans de CNN, il y a CNN International, il y a CNN l'autre, l'information, mais aussi elle a une plateforme en arabe qui s'appelle CNN Arabia, et des plateformes en d'autres langues. Donc cet échange pourrait être bénéfique pour nous, en tant que médias algériens, échange pour des formations, échange d'informations, et aussi des possibilités de partenariat. Et c'est la première fois que cette chaîne s'intéresse à l'Algérie. Par le passé, CNN s'est intéressé à des pays comme les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite ou l'Égypte. Mais là, ça veut dire que le rôle de l'Algérie peut devenir aussi une grande puissance médiatique. C'est ce que j'allais dire, oui. Une grande puissance médiatique dans la mesure où il y a une politique d'État qui est suivie pour consolider nos médias, consolider la télévision nationale avec toutes ses chaînes et ses canaux, consolider la chaîne internationale algérienne, Al-24 News qui monte en puissance, consolider la radio. Nous avons 58 radios locales et des radios nationales, une dizaine de radios nationales. Nous avons une chaîne de radio qui doit aussi soutenir Ifriqiya FM. Parce qu'il faut aussi maintenant les médias, il faut on parlait tout à l'heure de la fake news. Justement, Faisal et des manipulations. Voilà. Les médias ont aussi leur place. Voilà, pour un petit peu, si vous voulez, pour mieux contrôler ou mieux prendre ce recul. Finalement, le CNN qui s'intéresse donc à l'Algérie, est-ce que vous ne pensez pas que c'est aussi l'occasion toute trouvée pour rectifier certains entendements, certaines idées reçues sur l'Algérie? Voilà, donc une chaîne qui s'intéressera à l'Algérie, donc qui aura peut-être le temps de constater de visu et de près ce qu'est l'Algérie, contrairement à ce qui est diffusé concernant les fake news sur ce pays. Absolument, parce que ça veut dire qu'il y a une bonne volonté de la part de la direction de CNN, qui a changé depuis la guerre d'Irak et depuis la guerre d'Afghanistan, etc. Maintenant, CNN, on comprend que la nécessité de se rapprocher du monde arabe, du monde musulman, d'aller voir sur le terrain ce qui se passe, de se rapprocher des journalistes, etc. Et aussi de dépasser aussi les incompréhensions, parce que CNN reste quand même un grand média dans le monde qui est présent, CNN est présent pratiquement dans toutes les chambres d'hôtel du monde, ce qui est important, parce que peut-être on ne fait pas attention, mais quand on est dans une chambre d'hôtel, dans n'importe quel hôtel au monde, dans n'importe quelle capitale, lorsqu'on ouvre la chaîne de télévision, CNN est toujours parmi les premières chaînes, ça c'est étudié aussi. Et c'est pour ça que le travail avec cette chaîne est important, parce qu'on peut aller vers des échanges et ça permettra probablement aussi de booster aussi notre présence. Pourquoi pas que les médias algériens aient aussi des correspondants aux États-Unis. Beaucoup de chaînes s'intéressent, de firmes aussi médiatiques s'intéressent à l'Algérie, chinoise, que ce soit européenne et dernièrement donc américaine. Oui, il y a eu des demandes au ministère de la Communication pour qu'il y ait des bureaux de sans médias. compter le partenariat avec le Russia Today. Absolument, le Russia Today, qui est une chaîne russe, est présente et qui est interdite du ciel européen, du territoire européen, parce que là, encore une fois, la démocratie a double variante ou à double visage. Il y a la chaîne qui monte en puissance, la chaîne chinoise, GTN, qui est une chaîne internationale, et aussi des chaînes de pays arabes, comme l'Arabie, comme Jazeera, comme TRT, qui est la chaîne turque qui est aussi en train de se développer, notamment en zone africaine. Et donc, effectivement, pourquoi pas que l'Algérie devienne un hub médiatique dans le futur, avec tous les médias du monde qui sont là. Et démocratique, pourquoi pas. Pourquoi pas, bien sûr, parce que médias, c'est démocratie aussi, et qui soit aussi présente pour qu'il y ait, parce que ce qui intéresse les chaînes internationales, c'est que l'Algérie est très proche de l'Europe, elle est au centre du Maghreb, c'est la porte d'entrée aussi par l'Afrique, mais également vers le Moyen-Orient et les zones méditerranéennes. Donc, pour un média, oui, c'est une place idéale pour avoir des studios et également pour
traiter de l'information sur place en évitant les manipulations évoquées au début d'émission. Et pour pouvoir les écarter, il n'y a rien de mieux que le terrain. Et puisqu'on parle de médias, on parle également de médias et diplomatie, n'est-ce pas? Ce sont deux mondes complètement, je dirais, liés ou interliés, très interdépendants l'un de l'autre, parce que, au fait, le journalisme est là pour servir la diplomatie. La diplomatie ne peut se faire donc l'étendard que par les médias. C'est le seul canal ou le meilleur canal en tous les cas. C'est ce qu'on vient de voir. L'ambassadeur donc d'Algérie à Washington a signé un article sur cela, avec les médias en service ou à l'action diplomatique. Les médias au service de l'action diplomatique. Oui, parce que la diplomatie et les médias sont toujours liés. Et on le constate, notamment entre parenthèses avec la crise actuelle avec la France, comment le ministre des Affaires étrangères de ce pays, Jean-Noël Barrot, et le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, occupent les médias pratiquement quotidiennement pour donner leur version des faits, souvent contestable. Et ce texte de M. Sablé Bourkadoum, qui est ancien ministre des Affaires étrangères algérien, qui est ambassadeur, qui a été longtemps à l'ONU, qui est actuellement ambassadeur dans un pays quand même important, un pays stratégique comme les États-Unis, publie un texte en anglais, parce que la diplomatie s'exprime souvent en anglais, où il a évoqué la question de la sécurité énergétique. Il a rappelé dans son texte, très intéressant, j'invite nos amis téléspectateurs à le lire, rappeler comment l'Algérie reste quand même un partenaire fiable en matière énergétique. L'Algérie est un pays qui a des rapports équilibrés et des rapports solides avec l'Union européenne, parce que l'Algérie, vous savez, c'est un des fournisseurs en gaz naturel de l'Europe. Elle fournit du gaz à l'Italie à travers le gazoduc, à l'Espagne, et dans le futur vers l'Allemagne et l'Autriche. Dans le futur, on aura aussi l'hydrogène vert, une énergie du futur. C'est en cours. C'est en cours. Également de l'électricité. Donc c'est un partenaire fiable. Personne ne va douter de la capacité d'Algérie parce que l'Algérie ne pourra pas utiliser l'arme, si vous voulez, énergétique pour faire pression sur les États, parce que c'est un pays qui respecte le droit, qui respecte ses contrats, qui respecte ses partenariats. L'Algérie aussi, parce que vous savez que Sonatrach était dernièrement dans un forum énergétique américain. Aux États-Unis également. Aux États-Unis, dans une des capitales pétrolières aux États-Unis, dans les Texas. 2 mémorandums d'entente ont été signés sur ce plan. Absolument, avec des firmes importantes, et les responsables de Sonatrach ont visité ExxonMobil, qui est quand même une grande entreprise mondiale. Et donc, il y a des possibilités aussi d'avoir des partenariats énergétiques. On a déjà des partenariats énergétiques, mais de les consolider avec un grand pays comme les États-Unis. Et cette diplomatie qui s'exprime à travers l'écrit de son ambassadeur, c'est important, parce que la diplomatie aujourd'hui, notre diplomatie doit de plus en plus occuper le terrain médiatique à travers les pages des ambassades, Facebook, Twitter, à travers les sites, à travers les journaux, parce que souvent les diplomates, vous savez, Leïla, interviennent dans les médias, dans les télévisions, les radios, etc. De manière très officielle. Parfois c'est officiel, mais parfois il faut expliquer, parce que parfois il y a des incompréhensions, ou parfois il y a une partie des médias qui font de la manipulation, qui ignorent la version algérienne, notamment parce qu'il se passe actuellement en France. Vous avez des exemples chaque jour, comment on donne des fausses informations sans prendre le soin de vérifier à la source, de vérifier et d'écouter l'autre partie ce qu'elle dit. Par rapport notamment à l'affaire de Boualem Sassal ou d'autres affaires. Et donc, que les diplomates écrivent sur les questions économiques, stratégiques, politiques ou militaires ou sécuritaires, c'est important parce que c'est une manière aussi de donner plus de voix et plus de force à l'action diplomatique sur le terrain. Et sur le plan bilatéral, alors on va dire entre les États-Unis et l'Algérie, qu'est-ce que la signature de cet article économique qui a été fait donc, avec l'ambassadeur Bourkadoum et les États-Unis, quel apport apportera-t-il dans le futur, que ce soit dans les futurs immédiats ou même lointains, à l'Algérie? Oui, c'est-à-dire en termes de bénéfices. C'est important, Leïla, parce que ce genre de texte publié par une revue spécialisée est souvent lu, analysé par les think tanks. Voilà. Les États-Unis ont beaucoup de think tanks, c'est-à-dire ces organismes qui aident à élaborer la décision politique, à analyser les politiques des États. C'est analysé mot à mot. Ça veut dire que voir ce que cette Algérie veut, absolument. C'est pour ça, parce que parfois il y a des brouillards qui peuvent exister, et donc c'est pour ça que... Là, les signaux sont clairs. Oui, les signaux sont clairs, c'est rassurant, parce qu'il s'agit de rassurer, parce que souvent on se pose des questions, lorsqu'on voit qu'il y a une crise diplomatique avec un pays comme la France, qui est un partenaire traditionnel de l'Algérie sur le plan commercial et économique. Les milieux d'affaires, vous savez, ils se posent des questions, et parfois des mauvaises questions. Et c'est pour ça que
ces explicatifs sont importants de la part de M. Sabri Boukadem. Probablement qu'il y aura d'autres textes aussi dans le futur, qu'il y ait aussi plus de dialogue et de discussion pour assurer, parce que l'Algérie maintenant est devenue attire de plus en plus d'investissements. Ça a été dit par le président Abdelmajid Tebboune lorsqu'il a rencontré la semaine écoulée les opérateurs économiques. L'Algérie a beaucoup de projets d'investissement. L'idée de faire que l'industrie représente 13% du PIB, produit intérieur brut, dans le futur est importante. Avoir un PIB de 400 milliards de dollars dans les 2 ou 3 ans pour que l'Algérie devienne un pays émergent et un des pays des économies les plus fortes d'Afrique nécessite aussi de rassurer les investisseurs intéressés par l'Algérie. Vous avez lu sûrement, Leïla, le dernier article de la Banque mondiale qui a évoqué les bons signaux de l'économie algérienne, des exportations hors hydrocarbures qui ont atteint 5 milliards de dollars. Au moment où il y a des récessions pour certains pays. Des récessions, alors que pour nous, oui, il y a des exportations. Il y a un taux de croissance qui dépasse les 4%. C'est l'un des plus importants en Méditerranée et en zone africaine. Donc, il y a des perspectives prometteuses. Des indices favorables. Dans le secteur de l'énergie, dans le secteur du tourisme, dans le secteur de l'habitat, dans le secteur de l'eau, le secteur de la communication, dans etc. Le secteur des médias. Des médias aussi, parce que les médias, on a tendance à l'oublier, c'est l'une des plus importantes industries au monde. Parce que les médias, oui, il y a la publicité, il y a la production de contenu. Et on parlait tout à l'heure de CNN, oui, pourquoi pas des coproductions de contenu. Parce que sur le plan technique, CNN a la capacité, une grande plateforme technique. De faire de grandes productions. Absolument, et nous avons besoin en Algérie de former aussi les techniciens de télévision pour le futur, pour nos médias, pour probablement le lancement de nouvelles chaînes de télévision. Et donc, ce genre de texte, ce genre de clarification, ce genre d'articles signés par des ambassadeurs sont importants pour aussi renforcer les partenariats, renforcer aussi les dialogues. Aller vers d'autres opportunités de partenariat, peut-être l'intelligence artificielle aussi. Oui, l'intelligence, parce que c'est un domaine aussi important, parce qu'on parlait tout à l'heure des fake news, c'est lié aussi à l'intelligence artificielle. L'Algérie maintenant a une école d'industrie d'intelligence artificielle. On a des étudiants qui sont formés. On doit aussi s'adapter à ce futur qui est proche, ce n'est pas un futur lointain, c'est vraiment un futur proche pour maîtriser ces outils. Plus proche qu'on ne le croit. On le croit et ça avance rapidement parce que dans tous les pays du monde, on parle de ça. Quand vous lisez les journaux, les médias, les grands médias ces dernières semaines, ça ne parle que de ça. Il y a eu une rencontre sur cette question à Paris dernièrement. Il y a beaucoup de rencontres dans les universités européennes, occidentales et chinoises parce qu'on sait que la Chine est devenue aussi une puissance en matière d'intelligence artificielle. Il faut s'adapter à ça et pourquoi pas, il faut contribuer aussi à produire à travers l'intelligence artificielle des contenus médiatiques, des contenus culturels, des contenus économiques, en maîtrisant et aussi en évitant les menaces qui peuvent venir de la mauvaise utilisation de cette technique. Et surtout, me semble-t-il, Faisal Matawi, c'est aussi de rectifier l'image de l'Algérie parce qu'on sait très bien que nous connaissons sur les détracteurs de l'Algérie, peut-être que c'est une opportunité aussi d'avoir des contacts directs, c'est-à-dire bilatéral, face-to-face, entre l'Algérie et les États-Unis pour présenter, si vous voulez, le meilleur de l'Algérie aux Américains qui risquent peut-être, ou non pas risquent, mais peut-être l'ignorent. Oui, parce que souvent il y a des ignorances, il y a des incompréhensions, notamment de la part de certaines parties qui souvent ne sont pas intéressées pour des relations américaines, algéro-américaines solides, parce que certains pensent qu'ils sont les partenaires traditionnels des États-Unis, donc les États-Unis vont voir ailleurs. Tout à fait. Mais on voit que le président Trump actuellement, qui est entré en guerre, il défend les intérêts de son pays, avec l'Union européenne, avec la Chine, etc., garde quand même, les États-Unis gardent des élections, gardent des relations solides avec l'Algérie, qui vont, à mon avis, se densifier dans le futur, parce que l'Algérie est un pays incontournable si on veut avoir des rapports solides avec les pays africains. Voilà donc ce qui clôt notre émission pour aujourd'hui. Je vous remercie de nous avoir suivis. Merci à vous, Faisal Matawi, d'avoir apporté votre éclairage. On se retrouvera la semaine prochaine, si Dieu nous prête vie. Au revoir.